Bonsoir, bienvenue à tous et à tous. Les cuniculteurs béninois en grande difficulté. Eh bien, on parle de la peste des lapins. On parle même de plus de 100% de mortalité, et bien sûr, au niveau de l'élevage des lapins. Cela s'est fait signaler depuis début septembre, en tout cas au Bénin. C'est une maladie virale. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain et quelles ont été les solutions prises en matière de biosécurité pour pouvoir contenir en réalité ce problème qui se pose au niveau de l'élevage du lapin, en tout cas une viande très prisée au Bénin? Le décryptage de cette soirée sur Eden Télévision en parle avec un acteur que vous connaissez très bien, que vous avez l'habitude de voir sur le domaine de l'environnement, la défense de la biodiversité. Monsieur Patrice Sabot. Monsieur Sabot, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Installez-vous. Merci. Monsieur Patrice Sabot, et bien sûr, aujourd'hui, cher téléspectateur de Eden Télévision, il est d'abord ingénieur santé, production animale. Voilà, d'accord. Alors, monsieur Sabot, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bien sûr, cette mortalité massive constatée depuis début septembre au niveau de l'élevage de lapins au Bénin, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. On ne saurait dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Vous auriez invité un éleveur ici, victime de cette hécatombe. Dans la suite logique de cette émission, Bien c'est sûr, tellement il vous on aurait aura dit le beaucoup temps de d'avoir choses. un éleveur sur le plateau. Voilà, donc si mes souvenirs sont bons, c'est en 2001 que, au Sécuri, on a identifié Sécuri, c'est à l'université Oui, c'est le centre d'élevage, de recherche en cuniculture, un truc comme ça. Voilà, donc c'est avec le professeur Bodécon qu'on a eu une pareille maladie. Mais je me souviens qu'il avait importé des doses de vaccins subventionnées. Je pense que la dose était à 50 francs. Et avec l'ABEC, Association des cuniculteurs du Bénin, ils avaient organisé et on a semblé dire que c'était fini. En 2015, c'était... Donc, en 2011, il y avait un vaccin. 2001 plutôt, 2001. Il y avait eu un vaccin. Voilà. C'est ça. Et c'était la première fois en 2001 qu'on entendait une telle maladie au Bénin. En 2015, on a eu la même maladie presque. Ici, les éleveurs ont pu identifier des signes en 2015. Parce que si on va lire un peu, faire un peu de la littérature sur la maladie, ça dit que la maladie hémorragique virale des lapins. Ce n'est pas la suite qu'on nous a dit que c'est une telle maladie. Ils auraient fait des prélèvements, envoyés au laboratoire, qui ont donné des résultats et qui ont permis d'identifier le virus. Mais si en 2011, on pouvait constater de l'épistasis, c'est-à-dire que de l'écoulement du sang à travers les narines, on peut constater des contractures au niveau de la poitrine qui entraînent l'asphyxie des lapins et beaucoup d'autres choses. Cette fois-ci, il y a très peu d'élevages où les éleveurs ont pu observer des signes. Est-ce qu'il s'agit... Comment c'est une mort subite de l'animal? J'ai eu un ami, M. Josiah de Soubodian de Nature Tropicale. Je connais l'élevage. L'élevage est en haut même. Sur 87 lapins, il ne reste plus rien. Le premier jour, c'était 6. Deuxième jour, c'est 17. Mais les lapins sont propres. Il n'y a aucun signe observable sur le lapin. Vous voyez? Et la plupart des éleveurs que nous avons interrogés, c'est pareil. On entend un cri, le lapin tombe, et voilà, vous revenez, il n'y a plus rien du tout. Et certains nous ont dit que c'est même dans la nuit que la mortalité est élevée. Ceux qui ont eu la chance... Est-ce qu'on peut avoir peut-être un chiffre déjà sur cette mortalité-là? Aujourd'hui, je peux vous dire que le taux de mortalité, c'est quasiment 100%. 100%. J'ai été chez quelqu'un qui a plus de 500. Il y a 2 petits lapins qui restent. Quelqu'un qui a 491 lapins. Il lui reste 2 avec un petit. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc le mal est circoncis sur l'ensemble du territoire ou c'est dans certaines zones? J'ai entendu que si vous allez dans la vallée de l'Ouémé, en tout cas dans l'Ouémé, à Porto-Novo, à Diara, à Ouida, même dans le Koufo, le premier cas serait arrivé dans l'école polytechnique du Koufo, là. Comment c'est le lycée agricole, voilà, de
un truc comme ça. Oui, c'est ça. Il paraît que le premier cas serait arrivé de là. Et pourtant, c'est des élèves qui sont dans le domaine et qui préparent la provende eux-mêmes à Diaromé, le lycée agricole d'Adiaromé. Le premier cas serait arrivé là-bas. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est presque sans signe. Il y a des éleveurs qui ont commencé par élever le lapin depuis 2001, d'autres depuis 2009. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais vu ce qui s'est passé. Ils ont été victimes de ça en 2015. Ils pouvaient dire les signes. Mais cette fois-ci, c'est rare que certains éleveurs vous disent voici les signes qu'on observe et après on dit crie, après le lapin tombe et après c'est mort. Et c'est une mort brutale et massive. Alors, dites-nous, M. Sagbou, en tant que spécialiste en santé et production animale, comment peut-on l'expliquer alors? Qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait cette mort, cette maladie que vous avez appelée à vue d'œil, on ne pourra rien dire. Il faut faire des prélèvements pour aller au laboratoire. Mais de début septembre jusqu'à maintenant, pratiquement cette année, fin novembre, est-ce qu'on ne peut pas avoir une idée de ce qui cause je vais vous dire le paradoxe. Ou est-ce qu'il y a des débats certainement qui ont été menés par en tant que des spécialistes Aucun débat. Aucun débat. Mais il faut féliciter le groupe Veto Service, il faut le dire. Je crois que ici, comme on est sur un plateau un peu plus, on dira pas ça. Mais quand même, il y a des acteurs du domaine qui ont pris des dispositions préventives pour que cette situation n'arrive. Donc, ils ont aidé l'État béninois à sensibiliser les curiculteurs à vacciner régulièrement leurs cheptels. Ils l'ont fait. Ça fait que les doses de vaccins commandées par la direction de l'élevage ont été bien écoulées. Donc, ils ont constaté que les éleveurs étaient favorables à la vaccination. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, ces éleveurs qui ont eu à vacciner leurs cheptels ont connu encore cette mort massive et brutale des éleveurs. Et on se pose une question. A-t-on bien identifié le virus? A-t-on amené le vaccin approprié? Est-ce que les animaux vaccinés étaient déjà en incubation avant d'être vaccinés? Voilà tant de questions qui se posent. Et ici, présent, on ne peut pas, à l'œil nu, répondre à ces questions si on ne fait pas des prélèvements pour aller au labo et bien voir la qualité du vaccin qui est envoyé. Parce que lorsque vous amenez du vaccin faux, si le vaccin est faux et est de mauvaise qualité... Maintenant, aujourd'hui, a priori... non, attendez, tout est possible. Parce que les gens mettent sous prétexte que nous sommes un pays pauvre. Il faut dire les choses. Nous sommes un pays pauvre et tout est acceptable. Donc, des lapins quand même vaccinés. Des lapins vaccinés à coût élevé. Pour vacciner un lapin, c'est 250 francs la dose. Celui qui a 1000 lapins va dépenser 250 fois 1000. Celui qui a 100 dépense 250 fois 1000. Et 6 mois après, il est obligé de refaire encore la même vaccination. Mais des gens ont fait tout ça. Et pourtant, leur cheptel est parti comme du vent. Alors, en 2011, 2001 plutôt, 2001. On avait déjà eu un souci pareil. Tout à fait. Et vous avez dit également qu'en 2015 également. En 2015. Voilà. C'est en 2015 qu'on nous a dit... Comment comprendre alors quand même que de 2001, 2015, on a eu des soucis du genre alors, et qu'on n'a pas pu prévenir un peu ce qui se passe actuellement? Je vais vous dire, je ne sais pas combien les gens, ils gagnent bien dans leur élevage. Mais lorsque vous n'avez pas le réflexe d'aller à la vaccination, et qu'en même temps, on a même du vaccin qui coûte 500 francs. La dose, en 2015, c'était ça. La dose du lapin était mise à 5, du vaccin était mise à 500 francs le lapin. Et 6 mois après, tu dois reprendre. Ça a créé de réticence au niveau des éleveurs. Et ils disent, combien nous gagnons pour aller faire ça? On a toujours élevé du lapin au Bénin, on n'a jamais parlé du lapin. Donc, au lieu d'aller progressivement, je ne sais pas, on pouvait subventionner le lapin, la vaccination. On n'a pas subventionné. Ils ont mis ça à 500 francs la dose. C'est progressivement, lorsqu'ils ont vu que les éleveurs ne venaient pas chercher la dose de vaccin, qu'ils ont ramené à 250 la dose. Et pourtant, il y avait eu de la réticence. Parce que tant que je mène mon élevage et qu'il n'y a pas de souci, je n'irai pas spontanément vers la vaccination. Mais ils regardent que ceux qui ont même vacciné leur sujet
tous les sujets meurent chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça donne le courage d'aller vers la vaccination? Vous voyez le dilemme, le coût est élevé, et ceux qui vaccinent n'ont pas de succès. Est-ce que moi, je peux aller là-bas? Voilà des facteurs mis l'un à côté de l'autre. Mais vous qui êtes sur le terrain régulièrement avec ces cuniculteurs, vous avez fait plusieurs descentes de terrain justement à propos de ce sujet-là. Oui. Quelles ont été les dispositions prises pour en fait gérer les débris ou les cadavres de ces animaux aujourd'hui? Parce qu'il y a une situation du genre, le risque c'est que cela peut se retrouver sur le marché de consommation. Alors, quelles ont été les dispositions prises? J'ai entendu dire que les services des ATDA, c'est ça, ont envoyé des agents sur le terrain pour recenser ceux qui ça, c'est les agences territoriales de développement agricole. Tout à fait. J'ai entendu dire ça. Mais lorsqu'on fait ça, on crée encore d'autres problèmes. C'est-à-dire que vous envoyez des agents d'un élevage à un autre. Ils colportent les virus d'un élevage à un autre. Deuxième chose, lorsque vous commencez par faire ça, l'éleveur sait que derrière ce message, il y a une récompense qu'on doit leur apporter. Ils mentent sur les chiffres. Tu vois, vous voyez, non? Ils mentent sur les chiffres. Ils ne vous disent aucune réalité. C'est une erreur monumentale. Ensuite, oui, allez-y. Ensuite, les gens, pour ne pas perdre leur lapin, parce qu'en 2015, on ne leur a rien donné comme subvention. Rien. Donc, ils tuent les lapins, même les cadavres, ils les tuent, ils les égorgent. Ils vont voir les restaurants et ils leur disent « Sauvez-nous ». On peut acheter le lapin chez eux. Monsieur Sabo, est-ce que vous avez des preuves je parle la main sur le cœur de ce que vous dites là? C'est des éleveurs. Donc aujourd'hui, ces animaux infectés sont certainement déjà dans des plats. La viande de lapin infectée se trouve à plusieurs endroits aujourd'hui dans des réfrigérateurs, dans des congélateurs et sont en train d'être servis actuellement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La faute c'est les éleveurs qui me l'ont dit. À imputer à qui? Est-ce aux éleveurs ou aux spécialistes du domaine comme vous ou à l'État? Oui, moi je ne travaille pas chez l'État. Donc je fais ce que je peux pour que qui de droit prenne ses responsabilités. C'est donner l'alerte. Donc il faut dénoncer. Il faut dénoncer ça parce qu'ici, il s'agit d'un problème d'environnement, de santé publique. Il s'agit que personne n'est à l'abri. Parce que vous savez, même si les gens allaient enterrer les lapins et avaient dit aux gens, ah oui, les gens savaient que c'était... Vous vous souvenez du drame de Vamé à Tori? Les gens iront chercher pour manger. Parce qu'on dit... Ça, c'est la précarité, la misère en Afrique. C'est ce que nous disons. Mais combien ça coûte à des cadres du ministère de l'élevage de sortir pour sensibiliser les gens, informer les gens sur le danger que représente la maladie pour l'environnement, la santé humaine. Combien de temps il faut pour informer les gens sur ces dangers-là? C'est ce que moi je fais ici. Il faut dire le virus, il faut voir est-ce que le virus est nuisible pour la santé humaine. Combien de temps ce virus peut vivre dans un milieu frigorifique? Combien de temps il peut vivre dans un milieu ambiant? Quelle disposition peut-on prendre pour circonscrire le mal avant que ça réagisse dans l'espace? C'est ça ce qu'il faut faire. Mais vous êtes d'accord avec moi que depuis le mois de septembre, où moi j'ai été informé du premier cas par l'éleveur qui est venu me voir, je ne l'ai plus jamais vu. Je l'ai vu il y a un mois. Il y a 2 semaines. Je lui ai dit, mais où se trouve le lapin de Touareg? Il dit, j'ai tout perdu sur 3 sites. Il a tout perdu, je vous assure. Mais lui-même, il dit, pour ne pas trop me lamenter, ce que j'ai enterré est moins que ce que j'ai placé dans les restaurants. Il m'a dit ça. Ça voudra dire qu'il y a il me l'a dit. Mais ça ne me fait pas rire, hein. Non, c'est simplement triste. C'est totalement triste. J'ai entendu dire que le virus qui est conservé au froid, fait 9 mois. Mais celui qui a égorgé et qui a travaillé la viande pour aller déposer là-bas, quel préjudice lui-même il a subi? Il ne sait pas. Lorsque c'est déversé dans l'environnement, le bilan bien, ça fait 4 ans. 4 ans avant de mourir. Mais qui contrôle ça?
Oui, mais la question qui se pose là aujourd'hui, est-ce que nous avons quand même beaucoup de structures, vous avez la santé publique, la direction de la santé publique, le ministère de l'élevage et autres. On a également l'agence de protection civile, également la NPC, beaucoup de structures qui sont sur le terrain. Mais comment on peut comprendre alors qu'une épidémie pareille depuis début septembre et qu'on soit jusqu'en fin novembre et que des actions idoines n'ont pas été prises, n'ont pas été faites, qu'il n'y ait pas eu de l'urgence, comment on peut comprendre cela sur le terrain? Parce que ce que vous dites, ça, en fait, ça choque un peu d'entendre quand même que depuis ce temps, et que sur le terrain, ça se passe comme ça, que des éleveurs, à des moments donnés, pour compenser un peu les pertes, ont été obligés, même si c'est une faute, il faut le reconnaître, ont été obligés de vendre ces cadavres de lapins infertés. C'est ça. Moi, j'ai dit qu'il y a des privés qui ont joué leur rôle. Je ne dirai pas plus ici. Mais le rôle fondamental, c'est l'État béninois qui doit le jouer. Et à travers une structure technique, c'est la direction de l'élevage. Lorsqu'on parle d'épizootie dans un pays, parce que cette maladie est devenue une maladie à déclaration obligatoire. À l'OIE, on doit, à l'Office international des épizooties, on doit déclarer ça. Parce que ça fait 3 fois au moins que ça arrive, ça nous arrive. Et on doit obliger tous les éleveurs qui subissent ce fléau-là à déclarer ça, à informer l'autorité compétente. L'autorité compétente d'ici, c'est la direction de l'élevage. C'est ça. C'est pas protection, c'est pas ceci, non. C'est la direction de l'élevage qui doit s'occuper de ce problème-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a conflit d'attribution? Est-ce qu'on lui a donné les moyens? Est-ce que je ne connais pas? Est-ce que les ATDA créés aujourd'hui ont parce que c'est eux qui ont tout le pouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont les moyens, les outils, les ressources humaines pour faire ce travail-là? Mais dans tous les cas, c'est la direction de l'élevage dans chaque pays qui doit s'occuper de ce problème-là. Il n'y a pas de structure. C'est ça. Alors, maintenant, elle peut se faire aider par d'autres si elle le veut. Mais c'est d'abord elle. Mais dans des situations pareilles, qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelles devraient être les actions urgentes à mener? Il faut informer tout le monde pour dire une pareille maladie est arrivée. Voici les dispositions à prendre. La première chose, comme ils ont fait pour la peste porcine, il faut tuer tous les foyers. Il faut tuer tous les élevages qui sont atteints là. Aucun animal ne doit rester. Il faut tuer tout ça. Mais lorsque vous tuez, vous donnez des subventions. Vous dédommagez les éleveurs. S'ils ne sont pas informés qu'ils seront dédommagés, ils vont cacher leur sujet quelque part. La preuve est que des gens ont recommencé encore l'élevage dans le même milieu avec les quelques animaux qui restent. Les 3 qui restent là, ils veulent recommencer avec les 3 ou 2. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions d'élevage. Voilà. Sans observer une quarantaine. On doit observer une quarantaine. On doit dire aux gens, le foyer dans lequel la maladie est déjà arrivée, vous ne pouvez plus jamais faire d'élevage là s'il n'y a pas 1 an. 1 an. On décrète toutes ces zones-là, des zones maudites, pendant 3 ans. C'est clair, parce qu'on dit, voilà, le virus, dans le milieu ambiant, fait 4 ans avant de disparaître. Mais comment on peut recommencer de sitôt l'élevage dans un milieu qui vient de connaître une mortalité aussi importante? C'est ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore commencé, ou bien, pour recommencer, il faut aller très loin, dans des foyers qui n'avaient pas connu cette épidémie, pour aller chercher des géniteurs. Il faut aller loin, dans des foyers identifiés comme tels, qui n'avaient pas connu la maladie, pour aller chercher des géniteurs. C'est le travail de l'État. N'importe qui ne peut pas venir présenter des géniteurs pour dire voici, prenez, et les gens vont prendre. Non, on fait un état sérologique de tous ces sujets avant de les réintroduire dans les élevages. Donc c'est des propositions. Les mesures de biosécurité, avant de commencer l'élevage, doivent être respectées. Et maintenant, l'hygiène. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut nettoyer l'élevage, il faut nettoyer les abreuvoirs, il faut nettoyer les mangeoires. Il ne faut pas accepter que les gens viennent, se promènent d'un élevage à un autre. Vous voyez, ils ont une sale habitude, certains éleveurs. Ils se passent des géniteurs. On dit oui, ce mâle est très performant, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et les gens se les passent. Ce n'est pas une bonne habitude pour garder un élevage. C'est ça, quoi. Et l'État doit mettre son œil sur tout ça. Parce que et les consommateurs aujourd'hui, quel conseil on va revenir sur vous donnez aux consommateurs? On va revenir sur les consommateurs. La plupart des éleveurs que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas tous,
Il y en a qui sont vraiment des professionnels. Mais il y a la plupart ne sont pas des professionnels. Vous voyez, ils ont dit, le lapin d'or, moi je m'engage. Ils n'ont pas subi de formation. Et il est fait, moi je fais. On demande des conseils ici et là, et on commence. Ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas digne que ces manières se produisent dans un pays. L'éleveur, le consommateur... Il faut assainir le milieu. C'est ça. Il faut le suivi, il faut le contrôle. Ceux qui doivent entreprendre, tout élevage d'ailleurs, dans un pays, doit être, comment on dit ça, autorisé. On doit lui reconnaître une certaine compétence, une certaine capacité, un certain professionnalisme. Et c'est l'État qui le fait. Mais l'État reste silencieux, ne dit rien. Tu te débrouilles, et si ça marche pour toi, c'est tant pis. C'est ça, ou bien tant mieux. Les consommateurs, moi j'ai toujours dit aux consommateurs, toute viande ou bien tout aliment qui est transformé, il faut avoir peur de ça. Aujourd'hui, je le dis, c'est la meilleure attitude qu'il faut avoir. Si tu veux manger du lapin sain, il faut acheter le lapin sur pied. Ça veut dire le lapin vivant que tu as vu comme ça, toi-même. Mais lorsque tu as acheté de viande déjà abattue, alors que tu n'es pas là, on n'a pas abattu la viande dans un abattoir, on a mis des estampillons pour dire certifié, oui, on a fait les tests, et avant de le tuer, ceci, il n'a pas d'abattoir, il n'y a rien. C'est l'éleveur qui abat et qui amène. Si tu vas chez ça, c'est tant pis pour toi. Tu achètes du lapin sur pied que tu as vu vivant. Au moins, tu es sûr que je l'ai vu vivant. Tu essaies en ce moment d'amoindrir les risques. Voilà les risques. Tu sais que moi, je l'ai vu vivant et tu peux aller l'acheter là-bas toi-même et manger. Mais si très rapidement, aujourd'hui, dans les restaurants, dans les ceci et cela, tu prends des risques énormes. Parce que le virus va s'inviter chez toi. Rapidement, voilà. On a quand même vu certaines situations où il y a des épidémies déclenchées qui ont quand même été très bien gérées. Oui. Le cas du virus Lassa, par exemple, au Bénin, on a vu la forte dose de sensibilisation au niveau sur le territoire national et autres. Mais sur ces cas pareils concernant ces animaux consommables, il y a toujours eu une certaine façon que je trouve un peu de manque de priorité dans la prise d'action urgente. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a connu le cas de la mort massive des poissons dans le lac Toro. Ça doit faire un an et demi. Et ensuite, ce dossier n'a pas tellement évolué parce qu'il y a eu tellement d'explications là-dessus. Vous l'avez dénoncé en ce moment-là. Aujourd'hui, on revient encore avec des lapins et tout. Est-ce que finalement, on fait quoi alors? Mais finalement, il faut que les populations demandent des comptes à qui de droit. C'est clair. La consommation, la sécurité sanitaire des aliments dans un pays est primordiale. Et il y a des structures bien désignées qui doivent veiller sur ces choses-là. Mais lorsque le consommateur lui-même se tait, vous avez vu ce qu'on a fait par rapport à la mort massive des poissons dans le lac Toro. Vous avez oublié ça? On est allé sur le terrain, on a fait des prélèvements, on est venu présenter, on a supplié l'État de venir nous écouter. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés à notre conférence de presse. On leur a donné des résultats. On a dit oui, on va voir. Vous êtes témoin que jusqu'à présent, les résultats sont demeurés provisoires jusqu'à là où je suis assis ici. Personne n'a dit autre chose. Les lapins, je dis, c'est depuis 2001. On est venu en 2015. Et je vous dis, les résultats des prélèvements qu'ils ont faits, nous l'avons eu officiellement il n'y a pas un mois. Vous avez bien entendu? On nous a dit 2015, jusqu'à 2019, c'est peut-être en juillet dernier ou en août là, qu'on nous a présenté les résultats. Mais alors qu'on a fait les prélèvements depuis 2015. Ça veut dire qu'on n'a pas fini de gérer ça. Mais ils nous ont dit, voici le virus, voici la maladie. On nous a montré ça. Pour dire, et la flopée de cadres et de spécialistes dans les bureaux au niveau des ministères et autres projets. Et parce qu'il y a ce silence inquiétant que moi j'ai commencé par informer tout le monde parce que la société civile ne pourra rien faire. Le privé ne pourra rien faire. Celui qui veille sur la sécurité sanitaire des aliments, sur l'élevage, de tout dans notre pays, c'est quand même des structures assermentées qui sont connues. Ils ont les hommes, ils ont les moyens. Mais pourquoi vont-ils se taire? C'est ça. Il faut interpeller qui de droit pour qu'ils réagissent, pour nous dire voici ce qui se passe, voici ce qu'on doit faire. Je pense que c'est comme ça. Mais si on ne le fait pas, c'est dangereux. Et c'est pour ça que je loue ce que vous faites aujourd'hui comme action. Vous savez que lorsqu'on laisse les éleveurs aller chercher les géniteurs ainsi et de là, on fait de la pollution génétique, on fait de l'érosion génétique. Nous allons faire disparaître toutes les souches que nous avons chez nous.
les souches locales seront polluées par ces maladies. On va voir de l'érosion. Et après, on ne contrôlera plus rien du tout. Nous perdons notre biodiversité. C'est ça aussi l'enjeu. Et c'est dangereux. Merci, M. Patrice Sagbo. Vous êtes écologiste, vous êtes ingénieur en santé, production animale. Sur ce plateau, nous avons parlé de la maladie hémorragique virale des lapins, début septembre jusqu'au moment où nous parlons. Et bien sûr, une bonne partie des lapins décimés, les cuniculteurs, et bien sûr, n'arrivent pas à retenir certainement leur lame. C'est une perte énorme, mais le risque, c'est que ces lapins infestés morts peuvent se retrouver dans des plats. Donc, des risques d'intoxication peuvent également survenir. Sur ce plateau, vous l'avez dénoncé, M. Sagbo. Ensuite, vous avez dénoncé également. Tout à fait, tout à fait. On aura le temps de dire autre, de développer plus. Oui. Voilà. Et vous avez également dénoncé le manque de réaction de la part des autorités. Donc, ce silence-là qu'on observe sur le terrain. Et vous avez donner des conseils aux cuniculteurs, quels sont les comportements à adopter face à ces types de situations. C'est ce que nous retenons, et bien sûr, ce numéro de décryptage sur Eden Télévision, décryptage tous les mardis, jeudis, 19h, rediffusion le lendemain à 9h sur les antennes de Eden Télévision. Merci à toutes et à tous, au revoir et à très bientôt.